Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gaëtan Blondet, je fais cette présentation avec Karina Makoto. Donc, on travaille tous les deux à Fimeca et on va vous présenter nos travaux au pluriel concernant les courbes de fragilité pour le parc civil, le parc nucléaire civil français dans des cas de sollicitation sismique. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement qu'est-ce que Fimeca. Ensuite, je vais présenter la méthode, plutôt le process, le workflow qu'on met habituellement en place. Et on présentera à la fin une interface graphique qu'on a réalisée pour rendre ça plus fluide. Alors déjà, Fimeca, c'est une entreprise qui a 20 ans cette année. On est une trentaine de personnes réparties en majorité sur 2 sites, en Auvergne et à Paris. On a aussi des plus petits sites à Lyon, à Annecy, qui ont été récemment créés. Et on s'est doté rapidement, il n'y a pas très longtemps, en fait, d'une raison d'être pour préciser pourquoi est-ce qu'on travaille à Fimeca. Et donc cette raison d'être, celle-là je vous la lis, construire ensemble par une ingénierie innovante, une industrie respectueuse de l'homme et de son environnement. Donc, ce qui nous a permis donc de décliner nos travaux sur des axes de mission qui nous donnent une raison d'être, une raison de travailler pour Fimeca. On est du coup une entreprise qui est très orientée sur la fiabilité et la sûreté en mécanique. Et du coup, on va avoir 2 grands pôles de compétences qui vont être la mécanique et les incertitudes, les probabilités. Et on va agir vis-à-vis de nos clients, de nos partenaires, pour les aider à concevoir ou à maintenir des structures. Et on va fusionner, en quelque sorte, 2 domaines qui sont les domaines de la modélisation physique et celle de la modélisation des probabilités et de l'estimation par les données. Et du coup, on va être amené à coupler des outils de data science avec des outils type calcul élément fini, des outils donc, de modélisation physique. Grosso modo, on agit beaucoup pour le secteur de l'énergie et du nucléaire, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, mais on va aussi répondre à un très grand panel d'activités, puisque toutes les entreprises qui produisent ou qui conçoivent peuvent être amenées à s'intéresser à la fiabilité de leurs produits, que ce soit pour l'industrie de luxe, des productions en grande série, ou des produits qui pourraient être dangereux. Et c'est le cas, par exemple, de l'industrie pétrolière. On souhaite évidemment éviter les marées noires. Ou alors dans l'automobile, on essaye de rogner sur les marges, de les optimiser. Les enjeux sont assez diversifiés. Sur le côté conception, on va chercher à garantir des durées de vie, à valider un design, à explorer plusieurs configurations. Et sur le domaine de l'exploitation et de la maintenance, on va essayer de donner des réponses sur la santé de la structure, mais de façon actualisée. C'est typiquement ce qu'on fait pour le pétrolier. On développe un outil qui est directement embarqué sur une station pétrolière en plein océan et qui va actualiser la durée de vie restante de la structure pendant son utilisation, et ce qui permet par exemple de prévoir des opérations de maintenance et d'éviter d'appeler en urgence un technicien qui va mettre 3 mois à venir et de couper les opérations de production. Sur le côté mécanique, on a... Ah. Désolé. Désolé. Pas de souci. Sur le côté mécanique, donc, on a tout un panel d'applications. En mécanique,
structures acier, par exemple, on a de la mécaflux, on a des problèmes couplés, thermo, fluide, méca, etc. Et en dynamique également, des applications d'optimisation. Et on a aussi des équipes orientées incertitude qui, elles, vont prendre des modèles physiques et réaliser en fait des milliers de simulations différentes pour divers objectifs. Donc ça peut être de l'analyse de sensibilité, savoir quels sont les facteurs les plus influents sur la réponse d'intérêt. Ça peut être de l'optimisation, mais de l'optimisation sous incertitude. Trouver un optimum, c'est bien, mais est-ce qu'il est robuste? Est-ce qu'il est fiable? Et dans ces cas-là, en fait, les contraintes d'optimisation, ce sont des variables aléatoires. Par exemple, on va aussi avoir des opérations de calibrage, de calibration de modèles. Et il y aura aussi, par exemple, la création de métamodèles pour des modèles de substitution à des modèles physiques très coûteux. Et du coup, tout ça, on va le faire en considérant un modèle physique existant. Et on va, j'ai envie de dire, lui faire un peu cracher ses poumons à ce modèle. On va le tirer dans tous les sens en considérant que toutes ces entrées sont incertaines, variables. Et du coup, j'en viens à notre problématique d'aujourd'hui, c'est l'estimation de courbes de fragilité pour des réacteurs nucléaires. Donc l'idée, c'est qu'on a une centrale nucléaire et certains composants en particulier, on ne va pas s'intéresser à l'intégralité de la centrale, certains composants en particulier sont des composants critiques. Si jamais ils rentrent en défaillance, s'ils n'assurent plus leur fonction, il y a un véritable risque pour la suite des événements, ce qui peut conduire donc à des accidents nucléaires. Et les centrales nucléaires, la plupart des centrales nucléaires, je dis la plupart, c'est prudent, mais je pense que toutes sont assez âgées maintenant. On est sur des visites décennales 4. Du coup, on ne connaît plus vraiment leur état d'aujourd'hui. On a également des incertitudes quant à leur propriétés physiques, mais aussi quant à leur sollicitation. Ici, on va étudier le cas où on a une sollicitation sismique. On ne sait pas d'avance quel sera le séisme. Et donc, on va considérer un modèle physique de la centrale, mais aussi un modèle d'incertitude pour supposer un comportement incertain de toutes les propriétés du système physique. Et le but, c'est d'estimer une probabilité de défaillance. On souhaite savoir, non pas s'il y aura une défaillance, si c'est possible, non, on veut savoir à quel point, quelles sont les chances qu'on aboutisse à une vraie défaillance, et suivant ici la nocivité du séisme. Bien sûr, plus le séisme sera fort, plus la défaillance est probable. Mais cette probabilité prend en compte l'incertitude sur l'état du béton, sur les impédances de sol, etc. Donc, ce que vous voyez ici, la courbe de fragilité, vous avez en fait une probabilité à 0 quand vous avez un séisme à 0 G et une probabilité de 1 quand vous avez un séisme extrêmement fort. Alors ici, on veut estimer des probabilités de défaillance par des courbes de fragilité, c'est-à-dire avoir une probabilité qui ne dépend finalement, qui n'est représentée que par rapport à la nocivité du séisme. Et c'est un travail qui est assez récurrent, qu'on réalise avec l'IRSN. Donc là, j'ai mis quelques projets, donc à peu près tous les ans, en fait. Il y en a encore un nouveau qui est en train de commencer. Donc là, c'était donc sur des lignes de vapeur, sur 2 centrales différentes. Et l'année dernière, c'était sur une ligne d'aspiration Cuisard, donc qui récolte les eaux en cas d'aspersion dans le bâtiment réacteur. Alors, grosso modo, le processus, on va considérer un modèle physique qui va représenter un ou plusieurs bâtiments. Généralement, quand on a des tuyauteries, elles sont connectées d'un bâtiment vers un autre. Donc, on va avoir
globalement 2 bâtiments modélisés par Léon Fini. Les impédances de sol sont également représentées et on a un modèle de la tuyauterie ou du composant étudié plus généralement. On va également avoir les sollicitations sismiques. Celles-ci, elles sont données par l'IASN, mais on va en avoir toute une famille. Et on va également prendre en compte en fait plusieurs phénomènes physiques parce que, par exemple, on va avoir des pré-contraintes thermiques, on va avoir de la pression dans les tuyaux, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est ensuite faire passer le signal sismique dans les bâtiments. Et la réponse des bâtiments est retransmise sur l'élément, sur le composant, qui est pré-contraint thermiquement, sous pression, etc. Et en même temps, on va réaliser un modèle d'incertitude. Là, on va se documenter, organiser plein de réunions avec des experts pour savoir, bon, bah, ton module Young, il varie de combien à combien. Et comment est-ce que je le modélise? Est-ce que c'est une loi uniforme? Est-ce que c'est une loi gaussienne? Et on va avoir plusieurs dizaines de paramètres qui vont varier. Et on va connecter ce modèle d'incertitude au modèle physique. On va réaliser un échantillonnage de toutes mes configurations possibles et on lance les calculs. Et c'est là qu'on lance la campagne de calcul où Castem est intensivement utilisé avec notamment OpenTerms, qui est une bibliothèque spécialisée en incertitude sous Python. Et du coup, on va lancer une campagne de calcul qui va donc engager plusieurs milliers de calculs, plus ou moins longs. Et on va essayer donc, de compresser la durée de la campagne de calcul sur quelques jours. Donc, on va avoir recours à beaucoup de parallélisation des calculs à plusieurs niveaux. Et on obtient typiquement ce genre de nuage de points que vous voyez ici, où on va représenter le critère de défaillance. Donc, par exemple, ça peut être une contrainte maximale par rapport à la nocivité du séisme. Et à partir de ça, on se donne un seuil de défaillance sur ce critère et on va pouvoir compter, on va pouvoir estimer les probabilités de défaillance et avoir les courbes de fragilité qui sont ici. Et on va en avoir plusieurs en fait. Un par une courbe minimum par critère de défaillance, sachant qu'après, nos seuils de défaillance, on les rend aussi incertains. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3 courbes de fragilité. Si en fait on fait bouger le seuil, ça fera varier la probabilité de défaillance. Et donc là, c'est des intervalles de confiance autour de la courbe de fragilité. J'en ai sauté une. Ah oui, bah c'est ça en fait. Donc un exemple sur la ligne Puisard. Il me semble que c'est la ligne Puisard, mais en fait, ce n'est pas très important, puisque sur la ligne vapeur, c'était aussi la même chose. Comme je l'ai dit, on va avoir plusieurs bâtiments et on s'intéresse à une tuyauterie. On s'intéresse en plus à d'autres problématiques, typiquement la corrosion dans la tuyauterie. Et donc, on va avoir des calculs qui vont être assez longs et qui vont avoir une trentaine de variables aléatoires. Donc, on va être dans un espace à dimension 30 et chaque expérience, chaque simulation de Castem va correspondre à une configuration définie par 30 paramètres. Et ces 30 paramètres, ils concernent le séisme. On va choisir un signal, on va changer son orientation. Il va concerner les propriétés des bâtiments, amortissement, module Young. On va aussi faire varier la géométrie de la tuyauterie, donc, typiquement son épaisseur. Et on va aussi faire varier l'interaction sol-structure. On n'est pas sûr des impédances de sol, donc on les fait varier. Et on a ici lancé environ 800 calculs, dont la durée allait de 10 à 80 heures, enfin, qui dépend du coup de la durée du séisme. Et on l'a fait seulement en 3 jours, où là, on a parallélisé, donc chaque calcul Castem avait droit à 6 CPU, et on lançait en fait par groupe de 20 simulations sur des nœuds différents et sur 2 clusters différents. Et on a obtenu du coup à la fin une dizaine de courbes de fragilité avec des intervalles de confiance. Alors du coup, ce type de process, on l'a répété à chaque fois
pour toutes les études que l'IRSN nous a demandées. Et c'est pour ça que cette année, en fait, on a commencé par faire une interface graphique pour faciliter le travail. Et je vais laisser du coup la parole à Karina qui va vous la présenter. Merci, Gaëtan. Alors, donc l'interface graphique a été construite plutôt il y a 1 an et demi, un peu plus. Et donc, riche de cette expérience, en fait, on a souhaité, avec l'IRSN, l'IRSN nous a sollicité pour développer une interface qui remet en place toutes ces étapes qui suivent, qui permettent de faire de manière automatique, si on peut, toutes les étapes, les différentes étapes que Gaëtan vient de vous présenter. Mais également de lancer les calculs sur le cluster dont il dispose et qui donc permet également de ne pas s'inquiéter du nombre de nœuds disponibles et réussir à paralléliser tous les calculs, vu qu'il y en a un certain nombre. Il y a également possibilité dans cette interface d'importer un plan d'expérience qui a été fait et une propagation qui a été faite sur ce plan d'expérience, et donc d'exploiter les résultats pour en faire simplement un post-traitement. Et donc, une fois que les calculs ont été réalisés, réaliser les post-traitements qui permettent donc, par exemple, d'établir les courbes de fragilité. Cette interface a été développée en PQT, elle est disponible donc sous Linux et Windows. Ce travail a fait l'objet d'une publication de Marine qui est à l'IRSN, et donc l'outil s'appelle GoFax. Donc la référence de l'article est en dessous. Alors tout d'abord, comme l'a dit Gaëtan, on a besoin d'accélérogrammes, d'informations sur l'excitation que subit la structure, les bâtiments. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir disposer d'un grand nombre d'accélérogrammes et de déplacogrammes fournis par une entité, c'est le Bersin, c'est ça, à l'IRSN, qui fournit donc des accélérogrammes avec des fichiers sous forme de fichiers CSV, ayant une dénomination particulière qui permet donc l'analyse de ce fichier et de pouvoir visualiser. Je ne sais pas si on peut faire un pointeur là. Voilà. Donc, en fait, on a différentes colonnes qui sont construites une fois que le fichier a été lu. Et donc, on peut passer en dessous par le biais de ces icônes les résultats, les accélérogrammes que l'on veut retenir pour le calcul, et ils apparaissent ici. Et une fois qu'on fait un check et un compute, on a d'autres des grandeurs qui résultent de l'intensité d'Arias, le PGA, etc., qui apparaissent calculés. On a également la possibilité donc de voir sur un certain nombre d'accélérogrammes, de visualiser les accélérogrammes et de faire une petite étude descriptive de l'ensemble de ces accélérogrammes sélectionnés pour voir un peu la valeur moyenne, le maximum, etc. Une fois que les accélérogrammes ont été traités, il s'agit il y a une interface, une partie de l'interface qui permet d'analyser les fichiers JBian, de déceler les entrées et les sorties qui apparaissent donc sur le côté ici. Et donc, ici, on va donner l'ensemble des fichiers. On va pouvoir rajouter des fichiers Python qui utilisent ces fichiers et qui vont les exécuter plusieurs fois. Et donc, ça, c'est le label qu'on va donner qui va apparaître dans le schéma. Donc, ce schéma-là est construit une fois que ces fichiers-là ont été renseignés et qu'un chaînage a été établi dans cette partie-là en sélectionnant un fichier de départ et un fichier d'arrivée. Et ce chaînage est opérationnel. Donc, vous voyez, ici, c'est quand même assez complexe. On a les accélérogrammes, la partie aléatoire des modèles, et donc les fichiers qui caractérisent les grandeurs, les paramètres aléatoires. Et ici, on a le bâtiment BR et le bâtiment... ici, c'est le bâtiment électrique. Et donc, voilà, une propagation va se faire selon ce schéma-là jusqu'à arriver à la ligne VBP.
quand on a lu le fichier, ici, on a une item qui permet d'analyser le fichier GIBIAN et de récupérer en fait les variables qui peuvent être considérées comme aléatoires. Et donc, il y a une interface ici, elle n'est pas montrée, mais elle permet de sélectionner les grandeurs aléatoires que l'on souhaite traiter. Le signal, idem, on peut sélectionner le fichier qui est lu par GIBIAN pour en faire comme étant l'excitation et les remplacer par les signaux qui ont été générés, sélectionnés dans Signal Manager. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire les distributions liées aux variables et on peut générer le plan d'expérience qui va nous permettre de faire les calculs. Dans la partie, une fois qu'on a fait cette partie-là, on peut définir pour le calcul là où se trouve le custom. L'outil détecte automatiquement s'il a affaire à un cluster parce qu'il questionne sur Slurm. Et donc, si Slurm est présent, il y a cette partie-là qui est ouverte, il a identifié les queues. Et donc, toute cette partie-là est accessible, si ce n'est pas le cas. Mais voilà, on a la possibilité de lancer des calculs de manière sur des clusters, sur plusieurs nœuds. Et on peut établir partitionner, en fait, même le plan d'expérience pour pouvoir lancer par groupe ou par graphe. Et on peut suivre les jobs par cet item-là, sur lequel on clique et on peut voir tous les fichiers qui sont soumis, on peut filtrer, etc. Une fois que ces calculs ont été lancés, on peut visualiser les résultats, comme l'a montré tout à l'heure Gaëtan. Et donc, en sélectionnant ici la grandeur que l'on souhaite visualiser, la basculant sur la droite, on peut voir les nuages de points qui ont été obtenus par le calcul avec quelques informations statistiques dessus. Une fois qu'on a obtenu ces résultats, on peut réaliser la construction des courbes de fragilité, donc en identifiant le critère de nocivité et le critère de défaillance. Et donc, à partir de là, on peut établir une régression linéaire qui va permettre de construire les courbes de fragilité. Et les courbes de fragilité peuvent être construites sur ces informations-là. Voilà, et puis il y a un log pour voir les commentaires de Castel. Voilà. Tu veux que je prenne la main ? Ouais. Allez. Donc là, ce qu'on vous a présenté, c'est d'abord un process pour établir des probabilités de défaillance suivant la nocivité du séisme, peut-être par exemple un PGA, et une interface graphique pour qu'on fasse ça plus rapidement et pour, au final, accélérer les études pour les études probabilistes de sûreté sous sollicitation sismique. Et alors, on a des perspectives d'amélioration. Alors là, les perspectives que j'ai mises ici, il y en a plein, je n'allais pas toutes les mettre. Je me suis concentré, par exemple, sur ce qu'on pourrait améliorer d'un point de vue statistique pour établir les courbes de fragilité. Et donc, par exemple, l'échantillonnage, on pourrait l'améliorer parce qu'on s'intéresse aux probabilités de défaillance. Et on n'a pas en fait besoin de regarder des séismes très faibles parce qu'ils ne vont pas conduire à des défaillances. Donc, il y a des améliorations à faire en termes d'échantillonnage. On a beaucoup de paramètres. Donc, on peut peut-être réduire le nombre de paramètres. C'est toutes les méthodes de réduction de dimension. Et ce qu'on aimerait faire aussi, c'est étendre ça à des surfaces de fragilité, puisque la probabilité, le facteur influent sur la probabilité de défaillance, c'est la nocivité du séisme. Mais on sait qu'il n'y a pas uniquement l'amplitude du séisme, le PGA, qui compte. Il y a peut-être autre chose, son contenu fréquentiel ou quelque chose d'autre qui permet de mieux expliquer en plus avec le PGA cette probabilité de défaillance. Et donc, non pas se limiter juste à une courbe, mais aller sur les surfaces.
C'est tout pour nous. Merci de votre attention. Pour juste une question, si quelqu'un en a une dans le public. Jean. Excusez-moi. C'est très bien, je ne sais pas après, je vous remercie, c'est vraiment un travail excellent. Par contre, la seule chose que j'ai peur, et je voulais quand même avoir un peu vos sentiments, vous savez, la notion de fragilité. Tout ça, ça suppose un mécanisme de ruine qui est le même, sur lequel on est en train de partir, ou bien similaire. Si on a par exemple des mécanismes multiples ou différents, est-ce que dans ce schéma qui est trop numérique, est-ce qu'il y a, on va dire, un moyen de pouvoir récupérer, par exemple, des tendances? Attention, ici, je suis sur un mode de défaillance A, ici, sur un autre mode de défaillance. Quelque chose qui vous aide à analyser par la suite pour pouvoir comprendre un peu le mécanisme qui a conduit à la ruine. Alors, c'est identifier quelle zone. Oui. Alors, on fait en fait une courbe de fragilité par critère et par zone. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur toute la tuyauterie, regarder les efforts sur les ancrages. D'accord. Et donc, en fait, par point de l'espace et par critère de défaillance, on va avoir des courbes de fragilité. C'est pour ça qu'on en a plein, en fait, des courbes. Ouais, enfin, par exemple, l'idée derrière, c'est de prendre l'ancrage, on va dire, à la base, je regarde tout ce qui se passe sur cet ancrage-là, mais ça veut dire que j'ai bien compris, vous faites aussi l'ancrage B, oui. etc. Okay. Mais après, la courbe de défaillance, elle est dans la totalité. Après, en fait, on donne unitairement les probabilités de défense de chaque point d'intérêt. Oui. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne modifie pas le modèle si jamais il y a une première défaillance. C'est-à-dire que les courbes de fragilité ne sont pas conditionnelles aux autres défaillances. Donc, s'il y a un ancrage qui casse, ouais, bon, on ne refait pas les calculs pour réactualiser. Pas encore. Ok, donc ça fait partie effectivement un peu plus complet. Okay, merci beaucoup. Je propose qu'on passe au dernier exposé de la session. Vas-y rapidement, tant qu'on installe alors. Le temps qu'elle installe. Installer lui, là. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. On n'entend plus là. Oui, ça devrait être bon. Merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que l'interface graphique finalement est assez souple pour imaginer implanter d'autres méthodes en fait, d'estimation des fragilités? Alors notamment, je pense à la méthode EPRI qui reste la pratique industrielle et en particulier à des fins de comparaison entre des méthodes plus avancées de détermination des fragilités et des méthodes plus classiques, notamment dans le cas des prix en proposant des bêtas un peu conformes aux valeurs voilà, couramment utilisées, ajustables, mais voilà. Donc ma question je ne connais pas très bien la méthode des prix, mais c'est sûr que on peut rajouter effectivement parce que si je me souviens bien, la méthode des prix, c'est plutôt des facteurs de sécurité, appliqués avec des probabilités bien définies, bien limitées, enfin bien cernées, bien cadrées, et qui peuvent s'appliquer sur différents aspects, sur le modèle, sur toutes les informations que l'on peut disposer sur la modélisation. Le tout, c'est quoi rentrer en tant que paramètre pour évaluer la méthode EPRI. Il faut que l'utilisateur sache bien ce qu'il rentre comme paramètre parce que c'est très sensible. En fait, ils ne peuvent pas être facilement calculés, ces paramètres. C'est vraiment, c'est très dense, c'est très riche, la méthode EPRI. Donc, si l'utilisateur est capable de rentrer ces paramètres qui caractérisent la complexité, à ce moment-là, je ne vois pas d'inconvénient pour qu'elle ne soit pas présente et que ça vive en parallèle de ce qui est actuellement. Seulement, c'est à l'utilisateur de montrer ses paramètres. Et donc, d'avoir une connaissance bien approfondie de la méthodologie et tous les facteurs qui y interviennent. Ouais, okay. Voilà, et du coup, je comprends que l'architecture aujourd'hui de GoFax en fait, permet
l'implantation de d'autres méthodes de détermination de la fragilité finalement. Tout à fait. Elle est prévue pour évoluer parce que potentiellement, il peut y avoir d'autres méthodes pour évaluer les courbes de fragilité, tout simplement. Parce que là, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été mises en évidence comme étant acceptables lors des études, mais il peut y avoir d'autres linéarisations, d'autres méthodes qui peuvent apparaître et qui pourront être intégrées dans le code. Ok, merci beaucoup.